On poursuit cette émission Midi News avec Sarah Salman, Naïma Mfadel, Sabrina Medjeber et Sophie Audugé qui nous a rejoint. Bonjour à vous, chère Sophie, Bonjour. déléguée générale de SOS Éducation. On va continuer à évoquer ce qui est en cours avec les récentes prises de parole. Sophie Audugé, je pense que par rapport à ce qui s'est passé aussi, je voudrais le souligner, et ça s'est passé notamment à Midi News, puisqu'on parle de ce gouvernement qui va chuter, c'est vrai qu'il y avait quand même des incohérences incroyables entre, par exemple, la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, et le ministre en charge de la réussite scolaire, Alexandre Portier. Vous-même, Sophie Audugé, vous avez ici, c'est vous, la première qui avait pointé le contenu de ce programme à la vie éducative et sexuelle. Et on voit le résultat, puisque Anne Genetet a dit que les théories du genre n'existent pas et que M. Portier a dit qu'il était impossible, qu'il se ferait le garant du fait que ces théories ne rentrent pas à l'école. Donc qu'un gouvernement aussi paradoxal chute, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je pense surtout que les Français en ont ras-le-bol, quoi. Faut être clair, on a une école qui a un niveau catastrophique. Il est quasiment impossible d'enseigner aujourd'hui. Tout le monde en pâtit, en premier évidemment les enfants. En plus de plus instruire, aujourd'hui, on met en place des programmes qui potentiellement peuvent leur nuire. Et quand on voit qu'on a des situations comme ça et qu'il y a des gens sérieux qui font un travail sérieux pour expliquer pourquoi il ne faut pas faire ce genre d'action de cette manière-là dans les écoles, eh bien, on a une ministre qui tient des propos totalement faux. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous, SOS Éducation et d'autres, on a commencé ce travail il y a plus de 2 ans. Moi, j'ai travaillé sur la question de l'écriture inclusive il y a à peu près 5 ans et demi. On la voyait déjà entrer dans les écoles. On voyait également des intervenants extérieurs venir avec des documents en écriture inclusive dans les écoles. Si vous voulez, les preuves, on les a depuis 5 ans et demi, moi, dès que je suis arrivée, en fait. Ensuite, j'ai travaillé sur la question transidentificatoire chez les mineurs, où on a vu effectivement des livres, dès la maternelle, des contenus de manuels scolaires, évoquer l'idéologie du genre, présenter une infinité de sexes, avec même des schémas, si vous voulez. Tout ça, c'est du réel, c'est des manuels scolaires qui sont faits sur des programmes scolaires, qui sont publiés, qui sont achetés par l'Éducation nationale. On a vu également des propos à caractère sexuel se tenir, et c'est pas parce qu'on refait l'histoire après et qu'on fait dire autre chose à une personne qui, à l'époque, n'a pas nié que ça va changer le réel. Et puis, ces documents, si vous voulez, on les a encore. Moi, la semaine dernière, je recevais une liste de questions dans un dossier de presse d'une structure qui intervient, où, eh bien, effectivement, les élèves en classe demandent la longueur d'un pénis, quel goût a le sperme, etc. Non, mais c'est du réel, si vous voulez. Donc, quand vous avez des ministres qui, face à cette situation de réel, qu'on leur présente avec des gens dont c'est le métier, des gens sérieux, rigoureux, elle vous dit « ça n'existe pas ». C'est incroyable. C'est pas vrai. Vous mentez. Les enfants mentent, les parents mentent. Non mais, si vous voulez, même si elle va sur le terrain, elle ne l'admettra pas. Oui, l'idéologie. Oui, mais alors là, et je vais vous dire, là, vraiment, c'est la fin, mais c'est alors le en même temps est mort, enterré définitivement. Ce n'est plus possible dans un gouvernement d'avoir des voix aussi discordantes. Voilà. C'est pour ça. On l'avait déjà avec Madame Belloubet, on l'avait. Oui, mais là, ça nous expose. C'est vrai que ça concerne nos enfants. Le vrai problème, c'est qu'ils politisent tous les sujets de l'école. Là, ils n'ont pas à être politisés. C'est-à-dire que sur cette question-là, il n'y a aucune raison de faire croire aux parents, aux Français, aux décideurs politiques, que c'est un combat entre la gauche ou la droite, entre les réacs et les pas réacs. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le développement de l'enfant. Ce qu'on peut dire à un enfant en fonction de son âge par rapport à sa capacité cognitive et psychique. Quel risque on a à dire certaines choses à des enfants entre 7 et 12 ans qui, quand on va leur présenter des choses qui ont du registre de l'abstrait, vont devoir expérimenter, donc possiblement se mettre en danger. Enfin, avec un risque qu'ils se mettent en danger. Tout ça, si vous voulez, sont des choses cliniques. Et face à ça, vous entendez tous les médias qui disent « Ah non, mais c'est la gauche. » Il n'y a pas de gauche et de droite, il y a des enfants dont l'instruction publique a un devoir, c'est de les instruire et de les protéger. Mais vous avez raison, ça s'appelle en plus l'intérêt des enfants et puis l'intérêt général. Donc quand vous avez un gouvernement où vous avez Madame Genetet, Monsieur Portier, chacun un discours, Monsieur Migaud, Monsieur Retailleau, chacun un discours, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est le chaos si ce gouvernement est remplacé. C'est une volonté de ne pas avancer. À chaque fois que vous avez, par exemple, M. Retailleau qui va dans une direction, vous avez M. Migaud qui va dans l'autre. Pour l'éducation, c'est exactement la même chose. On avait M. Attal et pour la continuité, on nous dit on va mettre Mme Belloubet. Donc tout est fait pour que ça n'avance pas. Et merci à Sophie du travail remarquable qu'elle fait et de votre livre avec le docteur Maurice Berger. C'est que moi, je trouve que la parole, elle se libère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'avait pas le droit
de dire mais c'est pas possible ce que vous nous dites, c'est pas possible de vous laisser faire cette politique qui nuit à nos enfants, à nos petits-enfants, parce que c'est des petits-enfants, ça commence dès l'âge de 3 ans. Et puis même sur la question même du genre, c'est-à-dire qu'à un moment, moi je me souviens du député, je crois que c'était à l'Assemblée nationale, qui avait dit mais un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, et tout le monde lui avait crié dessus comme quelque chose de mais attendez, en plus, Naïma, quand la ministre de l'Éducation dit les théories du genre n'existent pas, on veut lui dire mais madame la ministre, allez voir les universités, allez voir les départements de Gender Studies, lisez je sais pas, la quinzaine, la vingtaine, la cinquantaine de livres sur ce sujet, de la part quand même de gens. C'est-à-dire, vous pouvez dire quand même, oui, je ferai en sorte que ça n'infuse pas à l'école, mais pas dire ça n'existe pas. Non, mais c'est quand même ça nous prendre vraiment pour, je n'ose pas dire le mot. En même temps, si vous voulez, il y a beaucoup d'agences qui sont des agences d'État, qui sont financées par des subventions publiques sur des montants qui sont astronomiques, qui ne font que la production, si vous voulez, de concepts qui servent cette idéologie pour faire croire que c'est une vérité. Quand vous regardez les productions du planning familial, qui dans le communiqué de presse qu'il a publié la semaine dernière, eh bien, qu'est-ce qu'ils disent, le planning familial? Ils disent d'abord qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils ont créé un collectif en 2022. On est en 2024. Donc, si vous voulez, c'était il y a déjà 2 ans. De structures associatives, ils sont plusieurs, qui sont organisées pour aller dans les écoles. On va dire à ces gens-là, qui ont produit quand même une liste des mots autorisés et pas autorisés. Mâles et femelles n'est plus autorisé pour le planning familial, il faut quand même le savoir. Ça, c'est payé avec l'argent des Français, si vous voulez. C'est de l'argent qui pourrait être peut-être utilisé mieux pour l'école. Mais nous sommes d'accord. Nous avons très souvent parlé avec Sophie Audugé, évidemment, de la mission de l'école, de ce gouvernement, des contradictions de ce gouvernement avec ce qui s'est passé dernièrement. Il est vrai, Sophie Audugé, quand vous entendez un tel discours de la part de Philippe de Villiers, c'est une évidence aujourd'hui, et on se demande qu'est-ce qui pourrait demain, justement, apporter un peu de lumière et d'espérance. Justement, c'est la question que j'ai envie de poser à Philippe de Villiers, qui connaît très bien nos institutions, très bien notre administration. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? Et effectivement, on sait très bien que pour apprendre et aimer la France, il faut apprendre avec gaieté, avec amour. Et on ne le transmet plus aujourd'hui, vous le constatez comme moi. Qu'est-ce qui peut, pour vous, inverser la situation que nous constatons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre l'école française à son plus haut niveau? Je vais raconter une anecdote. Le 15 avril 1994, c'était la signature de l'OMC qui remplaçait le GATT. C'était la date clé du grand libre-échange mondialisé. Et là, un homme politique, je ne citerai pas, qui est toujours vivant, qui avait pignon sur rue, a eu cette phrase à l'Assemblée: « Il faut s'y faire désormais, mes chers collègues, la nation n'est plus un espace économique pertinent. » Et en fait, à la sortie, je suis allé le voir et je lui ai dit: est-elle encore un espace culturel et politique pertinent? Il me dit: non, maintenant c'est l'Europe et le monde. Et donc en réalité, toutes les générations qui sont en train de s'agiter autour de la motion de censure, toutes ces générations-là, elles ont cru à la fin de la nation. Et si vous croyez à la fin de la nation, vous ne pouvez plus éduquer, vous ne pouvez plus transmettre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire en sorte que l'école donne des repères si la société n'en donne plus. Et si vous n'avez plus l'amour de la nation, si vous ne transmettez plus, notamment à l'école, l'amour de la nation, vous ne pouvez plus former des petits citoyens français, que ce soit des citoyens d'héritage ou de désir. Et je disais ici sur ce plateau il y a quelques jours, et je le répète, la voie d'avenir, et je réponds à votre question, c'est la francisation. Il faut refranciser la France, parce que la France a perdu la France. Et refranciser la France, ça veut dire attirer à nous, attirer vers nous les nouveaux arrivants et ceux qui sont là depuis longtemps mais qui ont perdu la tête et la mémoire, les attirer vers nous, non pas vers le nihilisme et l'hédonisme que nous pratiquons aujourd'hui au nom de la laïcité et des valeurs de la République, mais
à partir d'une exaltation commune de notre patrimoine vital. Et je dis ça avec la force de l'expérience, parce que moi, en mai 68, j'ai vu qu'on détruisait le roman national, et j'ai dit à mon professeur de français, un jour, le roman national, je le recréerai. Et j'ai pris un petit coin de France, une friche et une ruine, et j'ai refait le roman national. Et je vois les résultats. Tous ceux qui viennent chercher ce qui leur manque, Sophie. Et vous savez ce qui leur manque? La légende. La Tour du Pin disait, un peuple qui n'a plus de légende est condamné à mourir de froid. Et on pourrait résumer ce que vous dites brillamment, cher Philippe de Villiers, par cette phrase, ce slogan que vous reprenez souvent, c'est le vôtre d'ailleurs, d'où que vous venez, soyez fiers d'être français.